Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf. Bonjour et bienvenue du côté des pros. Vous le savez, c'est la seule émission de télévision entièrement dédiée au secteur du bâtiment et de la construction. Vous le voyez, nous sommes toujours au CFA, au Centre de formation des apprentis de Beaucaire, en Seine-et-Marne. C'est dans cet atelier que sont formés les futurs métalliers, les professionnels. Comme d'habitude, dans cette émission, on va parler des chantiers, on va parler des nouveautés technologiques, on va parler des hommes et des femmes du bâtiment. On parlera beaucoup formation des apprentis et formation des adultes. Tout cela en compagnie de notre invité fil rouge. Mais d'abord, le sommaire. On commence par l'innovation avec le premier système compact qui purifie les eaux usées de la salle de bain. Grâce à lui, on peut les réutiliser pour le lessivage ou pour l'arrosage. C'est malin, c'est pratique et surtout, c'est totalement écolo. Ensuite, notre parcours de pro nous fera découvrir Norbert Chadourne, un formateur en maçonnerie du bâti ancien qui a créé un blog pour suivre pas à pas l'évolution de son chantier école, c'est en Gironde. Le but, c'est de motiver ses stagiaires. Vous verrez, le résultat est plus que concluant. Le grand dossier de la semaine sera consacré à l'installation d'une pompe à chaleur en relève d'une chaudière. En clair, ça veut dire que la chaudière traditionnelle va prendre le relais de la pompe à chaleur quand il fera trop froid, qui représente de très importantes économies d'énergie. Comment ça marche? Explication en détail tout à l'heure et en images sur le terrain. Et puis après avoir passé en revue les infos et les livres du bâtiment, notre rubrique métier nous amènera du côté des plombiers chauffagistes, un métier qui on sans doute doit s'adapter aux nouvelles technologies liées évidemment au développement durable. Tout cela en compagnie de notre invité fil rouge, Gilles Duclos, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est quoi votre métier, Gilles? Je suis formateur. Formateur en électricité. Parce que d'abord, vous étiez électricien. Tout à fait. Alors, ça tombe bien qu'on parle avec vous de la formation, parce que c'est vrai qu'au cours de toutes les émissions du côté des pros, on a beaucoup parlé de formation. Formation des apprentis, je vous rappelle qu'on est ici au CFA de Beaucaire, mais formation des adultes, on a vu que ça avait de plus en plus d'importance. Racontez-moi votre parcours. Vous avez commencé comme apprenti électricien? Tout à fait. Il y a quelques années de ça. Montez votre propre entreprise? Voilà. Et puis... Tout allait bien? Tout allait bien jusqu'au jour où ma femme a été mutée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? La solution a été, pourquoi pas devenir formateur et transmettre son savoir-faire. Mais on devient formateur comme ça du jour au lendemain? Pas tout à fait. Il y a quelques conditions à remplir, notamment une certaine ancienneté professionnelle, un minimum de 5 années, un diplôme bien sûr dans le métier enseigné, et puis bien sûr des tests d'entrée en formation et une formation pédagogique. On ne devient pas formateur comme ça du jour au lendemain? Non, pas vraiment. Alors vous êtes formateur à l'AFPA? L'AFPA, Association de formation professionnelle pour les adultes. Pour les adultes. Vous travaillez sur les adultes? Uniquement. C'est quoi l'AFPA? L'AFPA, c'est un organisme d'intérêt public, financé par l'État. D'où vient l'argent? Fonds publics, conseils régionaux, État. D'accord. Et vous formez beaucoup de monde? À peu près sur le bâtiment, par exemple, 30 000 personnes. 30 000 personnes. Combien de centres de formation? 120. Combien de formateurs? 200. Pour l'ensemble du bâtiment? Pour l'ensemble du bâtiment. Donc vous leur apprenez l'électricité? L'électricité. Ça date de quand, l'AFPA? Alors l'AFPA, ça a été créé à peu près en 1949, après la guerre, la reconstruction de la France, que tout le monde connaît. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas l'AFPA, ça s'appelait l'ANI-FRMO. Oui, c'est mieux l'AFPA, c'est plus facile. Hein. Ah, c'est plus facile. ANI-FRMO, oui. Donc c'est une association généralement au départ de professionnels qui ont participé à la reconstruction du pays. Et puis, quelques années après, l'État a repris à son compte ce type d'association pour créer l'AFPA et donc formaliser sur tout le pays la formation pour les adultes. Bon, on va revenir à cette année, à ce qui se passe en ce moment. À vos élèves, on appelle ça des élèves? Des stagiaires. Des stagiaires, c'est pas des apprentis, c'est pas des élèves? Non, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle. Des stagiaires. On parlera de vos stagiaires parce qu'eux sont passionnants. Il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui auront envie de devenir vos stagiaires. Le décor est planté, on va passer à la première rubrique, c'est la rubrique innovation. Vous allez voir un système très ingénieux qui permet de recycler les eaux usées de la salle de bain. C'est un reportage de Charlotte Altschuhl.
Piscine de Coubertin à Hyères, dans l'Essonne. Pour sa réouverture en 2007, le complexe sportif s'est doté d'un système de recyclage de l'eau sanitaire dernier cri. Direction les sous-sols du bâtiment pour trouver l'objet du délit. C'est Pascal Sorrentino, directeur de la prescription de la marque, qui nous explique son fonctionnement. Dans ce tuyau, vous allez trouver l'eau des douches de la piscine, donc l'eau de lavage corporel. Vous allez arriver d'abord sur la partie filtration qui est ici, où nous allons retenir toutes les particules, c'est-à-dire cheveux, poils et autres peaux mortes, pour ensuite commencer dans ces cuves qui sont derrière vous, un traitement biologique. Donc un traitement par un système aérobie, par un nettoyage et un brassage des molécules d'eau. Alors après les premières cuves qui sont sur ma gauche, donc après 3 heures, l'eau va passer dans ces tuyaux et vous allez retrouver cette eau de nouveau dans les cuves de droite qui sont ici, où là vous allez avoir de nouveau un nettoyage biologique par un système toujours aérobie où on va brasser, oxygéner cette eau. Au bout donc de 6 heures, l'eau va passer dans ces lampes UVC. Donc ces lampes UVC ont pour but de stériliser et d'enlever les derniers germes pouvant effectivement être contenus dans l'eau, pour passer sur la partie stockage qui est ici, où là l'eau va être réutilisée par la commune pour rincer et nettoyer donc les voiries, mais également arroser les espaces verts de la commune. Conséquence, une réutilisation intelligente de l'eau pour la ville. Mais ce système de recyclage existe aussi pour les maisons individuelles. C'est avec François Dorien du Centre scientifique et technique du bâtiment que nous découvrons la première maison test. Ici, toutes les eaux provenant des salles de bain sont recyclées. Et avec des enfants, la consommation est importante. 2 étages en dessous, l'expert vérifie le bon fonctionnement du système. Alors ici, avec ce premier flacon, je vais faire un prélèvement de l'eau qu'on appelle l'eau grise, qui est récupérée des douches et des lavabos, pour pouvoir voir sa qualité ici, avant même qu'elle repasse dans l'appareil. Même manipulation à la sortie du recyclage, puis direction le CSTB pour l'analyse des échantillons. Le scientifique teste la turbidité de l'eau, c'est-à-dire la teneur en matière qui la trouble. Résultat du premier flacon, 6,85 de turbidité. Par rapport au maximum de 2 unités de turbidité pour l'eau potable, on a ici une eau qui est relativement chargée. C'est à présent au tour de l'échantillon d'eau recyclé. 0,71 de turbidité. Ce chiffre nous donne une eau qui est de très bonne qualité par rapport à sa turbidité, mais les autres mesures que nous avons faites, en particulier les paramètres microbiologiques, nous montrent qu'on a une qualité d'eau bien meilleure que les limites qu'on s'était fixées, qui étaient les eaux de qualité de baignade. Donc pour cette maison individuelle, le résultat est tout à fait intéressant. Buanderie, toilettes et arrosage du jardin. L'eau recyclée dans cette maison a permis de baisser de plus d'1 tiers la consommation annuelle en eau de cette famille de 4 personnes. Gilles, je sais que vous êtes électricien, mais rien que pour vous embêter, on va parler de peinture. Parce que c'est encore une innovation. Regardez, c'est un système autonome pour nettoyer les brosses et les rouleaux quand on a peint à l'acrylique, évidemment. D'habitude, on utilise beaucoup d'eau qu'on rejette directement, et ça, c'est pas bien. Le système est autonome, c'est-à-dire qu'il peut être débranché de l'arrivée et de la sortie d'eau, parce qu'il y a ici 80 litres en réserve. Vous prenez, alors, par exemple, pour nettoyer le manchon, vous le mettez comme ceci, hop, j'appuie sur la petite pédale au pied, et regardez. Et là, l'intéressant, c'est que je peux utiliser, c'est la force, c'est de la pression de l'eau qui fait tourner le manchon. Je peux utiliser autant d'eau que je veux, puisqu'elle est recyclée à chaque fois. Ça, c'est donc pour les rouleaux, mais on peut faire la même chose facilement pour toutes les brosses, quelles qu'elles soient. J'appuie sur le bouton, je le nettoie. Une fois que j'ai bien nettoyé tous mes pinceaux, une fois que j'ai utilisé les 80 litres d'eau, alors là, vous savez, il en faut vraiment beaucoup pour y arriver. À ce moment-là, c'est un truc très simple. Le bac, ici, est plein. J'appuie sur le petit bouton qui est là. Là, c'est un mitigeur et une pompe qui va, avec un produit que je vais mélanger, une sorte de poudre de perlimpinpin, ça va faire, plutôt qu'un film d'eau, ça va la faire floculer. En gros, la peinture va se retrouver en petits flocons. Je ne sais pas si vous le voyez ici, des petites flocules. Il y aura d'un côté de l'eau, on ne peut pas dire potable, mais de l'eau réutilisable, et il n'y a qu'à filtrer, et j'aurai la peinture ici d'un côté. Je peux comme ça réutiliser plusieurs fois l'eau, et je ne rejette que de l'eau absolument, pas potable, mais enfin absolument pas toxique. De l'autre côté, il ne reste plus que ça. Ça donne ça quand ça a séché. C'est un déchet ultime qu'il faut le mettre dans la poubelle, spécial pour ça. On peut nettoyer tout avec, c'est très simple. Voilà, Gilles, venez avec moi. Vous qui êtes électricien, j'imagine qu'on va en profiter. Vous avez, vous aussi, des nouveautés ? Bien sûr. Ah,
Alors la nouveauté vient tout d'abord de la borne de raccordement, un nouveau produit révolutionnaire qui va remplacer le domino. En fait, Plus besoin de tournevis. plus besoin de tournevis. Pour raccorder un conducteur sur une borne de raccordement, il suffit tout simplement de dénuder le conducteur Allez-y, et allez-y, sur de le mien. l'enclencher sur l'autre. Oui, sur les miens. Allez, Non, je bouge pas, moi. et on l'enclenche à l'intérieur. Donc on appuie assez fort et on voit le conducteur qui est enclenché et on voit visuellement la connexion. Et là, il tient. Si vous tenez bien, je tire, le fil ne se défait pas. Exact. Ça tient, ça se voit et on voit que ça tient. Voilà. Et pas de source d'erreur sur la connectique. C'est là où sont tous les problèmes en électricité. Ça va remplacer les dominos. Ça remplace aujourd'hui le domino. Ça, c'est un bon produit et vous êtes en colère contre les mauvais produits parce que là, il faut apprendre à se méfier. Tout à fait. Alors aujourd'hui, il arrive certains matériels d'un petit peu partout qui sont des copies, ni plus ni moins, de nos matériels aux normes européennes et aux normes françaises. C'est pas grave, c'est moins cher. C'est moins cher, mais le souci, il est que sur la protection, s'il y a un mauvais raccordement, le risque d'incendie est très important. Exemple. Exemple, vous avez en France, sur le raccordement d'un appareil électrique, une borne de neutre et ce qu'on appelle une borne de phase. Oui. En fait, sur l'appareil, la borne de neutre se trouve à gauche, ok, et la borne de phase à droite. Sur les produits copiés, cette borne est inversée. Mais en fait, Ça, c'est le bon produit, le neutre. qui est à gauche, Et là, le mauvais produit avait le neutre à droite. mais quelles conséquences? La conséquence, c'est en fait qu'il n'y a qu'un seul contact qui est protégé. Donc, si on ne fait pas attention au raccordement, le contact actif n'est pas protégé et donc risque d'incendie sans que le disjoncteur déclenche. Vous formez vos stagiaires à ça? Absolument. On les apprend à repérer et à trouver l'anomalie sur le matériel. Vous leur apprenez les normes également? Bien sûr, les normes, alors, pour un électricien, c'est essentiel. C'est essentiel, vraiment. Ah, c'est essentiel. Hein. La norme électrique française, elle est là. C'est ce que nous, on appelle la Bible. Oui. Alors aujourd'hui, elle existe C'est également. les normes de l'UTE. Hein. Voilà, UTE. Écoutez, j'ai commencé à lire, c'est pas du tout érotique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. C'est un peu indigeste, Je vous comprends. mais c'est indispensable. C'est indispensable. Alors, l'essentiel de la norme est à retenir, bien sûr, pour un électricien. Savoir où on met les prises, comment, à quelle hauteur, combien est-ce qu'il faut de prises électriques, de différentiels, etc., etc. Absolument. La sécurité, la protection. Sécurité et protection. Il y a une existe également une version CD-ROM, Un plus petit peu- facile à digérer et à transporter. Un petit peu plus court. Revenons à vous, Gilles. Quand vous avez décidé, vous étiez électricien professionnel, vous aviez une entreprise, tout allait bien, et vous décidez de devenir formateur. J'imagine que vous pensiez que c'était plan-plan. Pas vraiment, mais il est évident que quand on rentre dans l'enseignement, on peut se dire ça va être tranquille. Oui. Ça n'a pas vraiment été le cas. Ah, pourquoi? Tout simplement, à l'époque où je suis rentré dans la formation professionnelle, il y avait l'électricien du bâtiment et l'électricien industriel. Il y a des changements. Il y a eu du changement, on avait décidé de contracter tout ça en un seul métier, l'électricien d'équipement. À cette époque-là, l'AFPA était en pleine recomposition de l'ingénierie pédagogique et technique de ce métier. Et donc je suis arrivé à ce moment-là, donc participer à tout ce qui est réalisation d'un nouveau programme, d'une nouvelle ingénierie, de nouvelles séquences et de nouveaux apports théoriques venant de l'entreprise pour aller dans la formation. Par exemple, maintenant, vous travaillez sur les ERP, c'est Alors, quoi? établissement recevant du public. Et là, c'est pas pareil que l'électricité habituelle. Pas tout à fait. La norme que vous voyez là pour l'installation, il y a une version également pour les établissements qui reçoivent du public. C'est des magasins, c'est des lieux publics. Tous ces établissements-là ont des normes spécifiques. Tout ça, c'est rentré aujourd'hui dans la formation. Ça change beaucoup, l'électricité. C'est pas seulement du 220 ou du triphasé. Hein. Absolument pas. Les courants faibles sont également arrivés. Les courants faibles. Les courants faibles, c'est tout ce qui est réseau électrique, hein, tout ce qui est un petit peu domotique et courant inférieur à 230 volts. Si je comprends bien, les RJ45, les prises téléphoniques, le coaxial, les courants faibles, c'est du domaine de l'électricien. Donc ça bouge. Tout à fait. Gilles, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez formateur, vous l'êtes plus? Et non. Je suis resté 7 années formateur au sein de l'AFPA. Et maintenant? Je suis toujours à l'AFPA, je suis aujourd'hui chargé de développement. Je vais à l'encontre de l'artisan, à l'encontre de l'entreprise pour l'aider à composer son programme de formation, pour former son personnel ou perfectionner son personnel. Toc toc, bonjour monsieur, vous êtes en plein travail. C'est quasiment ça. Et Et vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? le monde change, il serait bien que vous fassiez un peu de formation. Voilà. Ça marche? Ça marche très bien. On a énormément de demandes directes des entreprises et on a du mal aussi à répondre à la demande. Si moi je suis électricien, je peux moi aussi frapper à votre porte? Bien sûr, Parce que de toute façon, je paye la taxe professionnelle, la taxe de formation permanente. bien sûr. Tous les électriciens peuvent et doivent se former.
c'est conseillé. Vous avez vu comme je fais la pub de l'AFPA. Allez, il est temps de passer à notre rubrique Parcours de pro avec le portrait d'un homme que vous connaissez, Norbert Chadourne. Tout à fait. Il est dans le sud-ouest comme vous. Absolument. Il est formateur comme vous. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de son blog qu'on a découvert et qu'on a décidé de lui rendre visite. Regardez, c'est un portrait signé Cécile Dangean. On a entrepris la restauration au mois de novembre dernier de cet ensemble qui est là-bas au fond. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu, c'était dans cet état-là. C'était enduit avec du ciment qui enfermait l'humidité, qui pourrissait toute la pierre. Et voilà ce qu'on en a fait, nous, en 6 mois de formation. Alors on prend son temps parce que tous les stagiaires qui sont venus notamment sur cette formation-là, donc ils sont 12, il n'y en a aucun qui savait ce que c'était qu'une truelle, une massette ou un ciseau au mois de novembre quand ils ont commencé. Il faut faire une gâchette de mortier. Alors maigre, vous allez vous rappeler comment on a fait? Ouais. On va le faire à la bétonnière. Oh. Ah si, on va le faire à la bétonnière. Ah. Vous préférez le faire à la main? Moi je sais pas. Moi je préfère. Tu préfères le faire à la main toi? Je sais pas parce que le dosage est assez... Lionel, tu préfères le faire à la main ou à la bétonnière? Alors tu mets un seau d'eau, un seau de chaud et tu mets 6 seaux de sable. Tu regardes comment ça fait, tu balances 2 ou 3 brouettes et tu en refais une autre comme ça. D'accord? Il se trouve qu'on a une chance, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, sur cette formation-là, tous les modules de la formation de maçon du bâti ancien, c'est-à-dire tout le programme, peut être vu là. Voilà, c'est bon, impeccable. C'est nickel, c'est bien ça. C'est bon? Oui, ça va. Est-ce que tu plaques bien partout? Tu cherches à avoir des joints à peu près réguliers. Toi, tu as des joints qui font une moyenne, si on fait une moyenne de 2 à 3 cm, c'est bon, ça va. Hein? Tu avances ça comme ça de 60 cm à peu près, au moins jusque là, 70 hein, pour pouvoir reposer de la bande, sans avoir à marcher dessus. D'accord? Bon, ça c'est bien. J'ai été chef de chantier dans une entreprise de monuments historiques. Et je me suis aperçu qu'on avait de plus en plus de mal à trouver des jeunes pour remplacer les personnes qui vont partir à la retraite et que la formation ne se faisait pas bien, quoi. Donc j'ai eu envie de transmettre ça, de dire, bon, il faut, ceux qui savent doivent, je ressens ça un peu comme une obligation, comme un devoir, quoi. Si les anciens nous ont transmis leur maison, nous on doit les entretenir et les transmettre aux générations suivantes. Voilà. J'ai pas eu la chance avec la vie que j'ai eue. Moi, j'ai été abandonné par ma famille, par mes parents. Donc, j'ai toujours rêvé d'être architecte, mais j'étais dans des structures où on ne pouvait pas me financer des études comme ça, c'est pas possible. On m'a dit, il faut que tu travailles. Hein. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire longtemps, et quand j'ai eu la possibilité de choisir, ben, j'ai dit, de toute façon, c'est le bâtiment qui m'intéresse, c'est construire qui m'intéresse, donc je vais y arriver d'une façon ou d'une autre, quoi. Et puis je me suis mis dans le bâti ancien, j'ai fait une formation de tailleur de pierre, j'ai tourné avec les compagnons sur plusieurs chantiers un petit peu partout sur la France pour me parfaire mes connaissances. J'ai appris que grâce à ça, on peut toucher la culture. Même si on n'a pas eu la chance ou d'aller à l'école ou de se cultiver par ailleurs, quand on travaille sur un bâti ancien, sur un château, on peut s'intéresser à l'histoire du château. Moi j'ai restauré par exemple avec l'entreprise Kélin le château des Ducs d'Épernon à Cadillac. Je me suis intéressé aux Ducs d'Épernon. Cet aspect des choses, ils n'y avaient pas pensé. Et ça les intéresse aussi. Ouais. Alors, ça continue? J'excelle aujourd'hui, j'excelle. Vous venez une dizaine de minutes en salle? Allez. Vous venez? Bon, on va parler de 2 choses rapidement. Ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle de l'opus insertum, c'est-à-dire qu'on insère des pièces de forme et de dimension variables. Cet aspect des choses me plaît bien, ouais. Le côté humain comme ça, le côté faut composer, il faut avoir beaucoup de patience, il faut écouter tout le monde, il faut parler de tout, pas forcément que de la formation. Moi je pensais qu'au départ, quand je suis arrivé ici, on m'a dit voilà, vous êtes un professionnel et vous allez former des professionnels. Ça me plaisait beaucoup, c'était simple.
c'est du matériel humain, c'est pas si simple que ça. C'est tout ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, non, c'est tout ce qu'il y avait dans la... Et alors, faut en faire, hein? Faut en faire pour tout le monde. Attends, tout à l'heure, j'ai fait une boîte entière à moi tout seul. 2 seaux d'eau, 2 seaux de chaux et 12 seaux de sable. Moi, je suis assez fier, assez satisfait d'eux, de ce qu'ils ont fait, parce que je vous dis, ils arrivent tous d'horizons extrêmement différents. Il y en a qui arrivent de la vigne, il y en a qui étaient au chômage, il y en a qui étaient en galère, il y en a qui ont eu des gros problèmes d'ordre personnel, familial, justice, etc. Il y a de tout, hein, j'ai de tout là. Et puis, tout le monde s'adapte avec les moyens qu'il a, la personnalité qu'il a, et on fait cohabiter tout le monde et on avance. On va les mettre sur le blog. Alors l'idée du blog est venue tout simplement en parlant avec Christophe, qui me disait ouais, chez moi, ma famille, ils ne savent pas ce que je fais, et j'ai du mal à leur expliquer parce que c'est pas du tout la même culture de travail. Alors ça a fait tilt et j'ai dit tiens, pourquoi on ne ferait pas un blog qui puisse être consulté partout, par tout le monde, et avec des photos de l'avancement des travaux, etc. Et puis alors après je m'en sers moi. Je m'en sers parce qu'ils ont du mal à rester assis à une table, à prendre des notes. Alors moi, sous l'air de raconter un petit peu quelque chose, chaque fois que je fais un article, je rappelle comment on a fait. Je rappelle les solutions techniques qui ont été prises, pourquoi on les a prises, je rappelle les dosages des mortiers, je rappelle tous les points essentiels de ce qu'on a fait dans la journée, c'est rappelé dans le blog. C'est-à-dire qu'eux, en allant voir, eh ben, ils peuvent pomper des idées s'ils ont oublié ou si... voilà. Donc il y a une foultitude d'avantages qu'on découvre au fur et à mesure que le temps passe. Ouais. Et là, le mois dernier, par exemple, il y a 3 candidats à la prochaine session qui se sont inscrits parce qu'ils sont allés voir ce qui se passait sur le blog. C'est quand même intéressant. Il est formidable, ce Norbert. Exceptionnel. C'est un copain à vous. C'est un collègue qu'on a découvert dans le Médoc, puisqu'il est originaire du Médoc, et qui a été le profil idéal pour mener à son terme et dans d'excellentes conditions ce chantier école. Il est exemplaire. Hein. Ah, exemplaire. Vous êtes tous comme ça à l'AFPA? On n'est pas tous des Norbert Chadourne, hein, mais il y en a beaucoup. Revenons un instant, Gilles, à vos stagiaires. Quel âge ils ont les vôtres? Alors, l'âge minimum pour rentrer à l'AFPA, c'est 18 ans. De 18 jusqu'à? Illimité, ça peut être jusqu'à 77 ans. Les seniors peuvent venir vous voir? Absolument. Mais qui sont-ils? C'est quoi leur profil? Alors, le profil du stagiaire, ça peut être le demandeur d'emploi qui n'a pas de métier, qui veut apprendre un métier. Oui. Ça peut être la personne qui est en reconversion professionnelle suite à une maladie professionnelle. Exemple, le boulanger, allergique à la farine, qui ne peut plus exercer son métier, il se reconvertit. Ça peut être très bien le salarié d'entreprise qui a besoin de se perfectionner. Ça peut être le travailleur handicapé qui ne peut plus assumer son poste de travail et qui a besoin d'apprendre un autre métier. Ou il y a un plan actuellement sur les femmes dans le bâtiment. Ah oui. Et qui viennent se former sur des métiers du bâtiment. Vous acceptez tout le monde? Quasiment tout le monde. Il y a bien sûr, ce n'est pas vraiment une sélection, mais il y a des tests psychotechniques pour entrer en formation. Pour étudier la motivation des gens? Alors la motivation, et en fait, notre objectif à l'AFPA est que tout parcours de formation aboutisse à un diplôme, à une qualification, et bien souvent, c'est une deuxième chance pour les gens, donc ce que l'on veut, c'est une réussite du parcours. Donc on va s'assurer de ça. C'est pas des vacances, c'est pas une voie de garage, c'est pas pour gagner du temps? Absolument pas. Est-ce que vous avez des exemples concrets de vos stagiaires? Alors des exemples concrets, il y en a. On a par exemple l'exemple d'un stagiaire, Tonio, qui travaille dans le Médoc, quelqu'un qui travaille dans la vigne. Et puis, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a entendu dire qu'il était mauvais en tout et bon à rien. Oui. Donc, Tonio, ça arrive. Un jour, il est arrivé à l'AFPA, il a dit « je voudrais me reconvertir sur le métier d'électricien ». Et puis, il a dit « mais de toute façon, je n'y arriverai pas ». C'était quelqu'un qui était buté parce qu'en fait, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, il était mauvais et ça n'a jamais réussi. En situation d'échec total, tout le temps. Situation d'échec total. Alors, comment on fait? Eh ben, on l'a pris en main, du début jusqu'à la fin. Ça a été un petit peu long et douloureux. Il a fallu franchir les étapes les unes après les autres et en fait valider chaque action par une réussite. Mais on peut donner confiance comme ça? Bien sûr.
Ça demande du temps et de l'investissement. C'est le métier du formateur. Merci Gilles, il est temps de passer au dossier de la semaine. C'est une PAC en relève de chaudière, c'est très simple. Imaginez, vous avez une installation, une chaudière traditionnelle, au fioul ou au gaz, peu importe, et vous avez envie de faire des économies. Eh bien, il suffit de rajouter à votre installation existante une PAC, une pompe à chaleur. Regardez, c'est très simple, c'est le dossier de la semaine préparé par Sophie Bonnet. Dans le cadre des économies d'énergie, la pompe à chaleur, ou PAC, est une excellente alternative aux énergies fossiles. Certaines pompes à chaleur sont installées en relève de chaudière, ce qui signifie que l'énergie est fournie principalement par la pompe à chaleur et que la chaudière prend le relais occasionnellement. On installe ce dispositif lorsque le client a souscrit un abonnement EDF spécifique ou lorsqu'il est impossible d'adapter le réseau hydraulique existant. Philippe Thoré installe aujourd'hui ce système chez un de ses clients. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Bon, on vient continuer les travaux. Oui, c'est déjà avancé. Puis je pense qu'à la fin de la semaine, on commencera la mise en service et puis ça sera terminé. Voilà, j'espère que vous allez me faire plein d'économies. Donc on va procéder aujourd'hui à tout ce qui est branchement électrique. L'artisan met en place un système de canalisation entre la pompe à chaleur, la chaudière et l'installation préexistante de chauffage de la maison. Une fois le chantier terminé, le manager, relié au tableau électrique, permettra de gérer les différentes fonctions de l'installation. Donc c'est le manager qui dirige tout en définitive. À l'intérieur, on va brancher tous nos câbles, donc les câbles de son de chaudière, câbles de son d'extérieur, tout ce qui est câble d'accélérateur, etc. Tout passe par le manager, c'est lui qui dirige tout. Alors là, on va aller à la chaufferie, donc par la chaudière. Donc là, nous sommes sur une chaudière fuel qui va être remplacée par la pompe à chaleur. Donc c'est la pompe à chaleur qui va produire le chauffage et la chaudière viendra uniquement en relève. Alors, donc la chaudière ne fonctionnera que par une température de -8 degrés extérieur. Jusqu'à -8 degrés, c'est la pompe à chaleur qui fera le chauffage. Pour cette installation spécifique, un système de vanne 3 voies va être mis en place. Cette vanne va nous permettre de travailler soit donc avec la pompe à chaleur, soit sur la chaudière. C'est-à-dire que quand la chaudière se mettra en route, la vanne 3 voies va tourner et donc ça va s'ouvrir directement sur le système chaudière. Sinon, au départ, on est sur le système PAC. Alors ça permet bien entendu de réaliser de très importantes économies, puisqu'on peut diviser le coût d'un chauffage annuel facilement par 3, voire 4. En ne consommant du fioul qu'aux périodes les plus froides, la pompe à chaleur en relève de chaudière permet donc d'économiser 70% du combustible hors coût d'installation. Philippe Thoré se rend ensuite sur un chantier qui vient de se terminer. Donc ici, nous sommes dans la chaufferie de l'habitation. Et donc nous sommes en présence de la chaudière qui servait à faire le chauffage dans cette habitation. Et nous sommes intervenus pour installer une pompe à chaleur. Nous avons gardé la chaudière tout simplement parce que les personnes qui sont ici sont en tarif EJP. Donc pendant 21 jours par an, ils ont le tarif très fort de l'EDF. Ce qui fait que quand ça va se produire, automatiquement le manager va basculer donc de la pompe à la chaudière, ce qui évitera donc à la pompe, puisque la pompe tourne, bien entendu, les compresseurs tournent avec de l'électricité, ce qui permettra de réaliser des économies au niveau EJP. Chez ce client, la